reparti. C'est assez drôle. Au début, on m'avait dit tu passes vendredi en fin de journée. Bon, c'est pas grave, tu feras ça pour la vidéo, il n'y aura personne. Ouais, personne. Merci d'être venu en tout cas. Je vais commencer par vous poser. Bon, super, déjà ça marche pas. Bon, c'est pas grave. Je vais commencer par vous poser quelques petites questions. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà entendu parler de design pattern, ports and adapters? Oh, quand même. Ok, on a un public informé. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà lu Clean Code? Ok, un bon 50%. Et est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà entendu parler de MVC? Pardon. Et ben moi, en sortant d'école, tout ce que je connaissais à peu près, c'était un peu de Java, un peu d'architecture MVC et un peu de 3 tiers. Et malgré ce super bagage technique, bah, ça ne m'a pas empêché de trouver mon premier job. Et mon premier job, c'était dans une start-up. Et cette start-up, eh ben, c'était The Unicorn Company. The Unicorn Company, c'est la marketplace qui va révolutionner la vente de licorne en ligne. Ok, je vous enlève les paillettes. En fait, on était juste 3 devs au fond d'un garage. Bref, ceci dit, bah, ça n'a pas empêché qu'on puisse faire nos premiers développements. Et la première chose qu'ils nous ont demandé de faire, c'était la page principale du site, qui ressemblait à ça. De manière assez simple, j'ai tous les articles, j'ai leur prix associé et j'ai quel vendeur est associé à ce produit. Et moi, dans tout ça, bah, j'étais chargé de coder l'API qui permettait d'avoir tout ça. Donc, je devais permettre de la récupération d'articles, d'avoir le prix de l'article et d'avoir le vendeur associé et le produit vendu. Donc, bah, j'ai commencé à faire ce que je sais faire de mieux, j'ai modélisé. Donc, je vous la fais vite, hein, il n'y a quand même pas grand-chose. On va avoir un article qui va être identifiable. Il a un prix associé. Ce prix, il va juste contenir la monnaie et le montant. Il est aussi associé à un vendeur qui, lui, va être composé aussi d'une adresse. Et enfin, bah, mon article, j'ai envie qu'il soit référencé vis-à-vis d'un produit, donc il aura tout un tas de référencements. Un modèle assez simple. Étape 2, maintenant que j'ai mon modèle, je vais certainement avoir envie de sauvegarder un peu ma donnée. Donc on va faire appel à un peu de persistance. Je vous rappelle que je sors d'école, tout ce que j'ai vu à peu près, et tout ce que j'ai entendu parler, c'est Hibernate. Hibernate, c'est le truc un peu magique. Je fais 2-3 annotations à droite à gauche, ça marche tout seul, j'ai mes schémas de base de données qui sont créés, tout va bien, donc bref, moi je pars là-dessus. Donc je mets en place. Mon article devient une entité. Je lui rajoute des annotations classiques, du ID, du generated value, parce que j'ai envie que mes ID soient générés. Je lui rajoute des colonnes. J'ai le prix qui va être dans la même table que ma colonne d'article, parce que je n'ai pas envie d'avoir des ID sur mes prix. Et je vais avoir des relations sur mon seller et sur mon produit. Même chose pour le prix, qui lui, du coup, devient un muddable. On retrouve le seller. Pareil, lui aussi, il est identifiable. Donc, je lui fais un ID généré également. Et je lui embête, pareil, son adresse directement dans sa table. L'adresse devient embeddable. Et enfin, en dernier, on a le produit qui lui aussi est identifiable séparément et contient tout ce qui est référencement. Et pareil, je vous ai dit que je sortais d'école et tout ce que j'ai appris à peu près en sortant d'école, c'était un peu de architecture 3 tiers. Architecture 3 tiers, si je me souviens à peu près, ça ressemble à ça. Je vais avoir une couche de présentation qui va servir les données à l'utilisateur de manière assez simple. Elle va avoir une dépendance vers une couche de service qui normalement contient toute ma business logic, toute ma logique métier, et qui va avoir une dépendance vers une couche persistance qui, elle, me permet d'accéder à mes données. Donc je mets ça en place. Essayons. Donc je vais avoir un article controller qui, lui, va juste me déclarer un endpoint sur un get, qui va me récupérer tous mes articles. Il va faire appel à un article service, mon service, avec toute ma business logic, assez maigre jusqu'ici, vous en conviendrez. Et il va lui-même avoir une dépendance vers un article repository qui, lui, me sert à accéder à ma donnée via un data access object. On met tout ça en place, on lance, et ça marche. En vrai, la vie à The Unicorn Company, franchement, c'était chill, c'était trop bien, on foutait rien, on avait des canapes, on avait les switches, moi je demandais pas plus. Mais tout a changé le jour de l'arrivée d'Harold. Harold, c'est le nouveau PO. Et depuis qu'il est là, ma vie est un enfer. Je m'appelle Benjamin Legros,
et je suis lead dev chez Takima. Et au-delà du fait que cette photo commence à être dépréciée, je voulais vous parler aujourd'hui de toutes les choses que j'aurais aimé qu'on m'apprenne vis-à-vis de l'architecture quand j'ai commencé le dev. C'est une présentation qui va s'orienter avant tout pour les jeunes développeurs et développeuses qui cherchent à en savoir plus sur Harold, justement. Et Harold, il a plein d'idées. Et sa prochaine idée, c'est de faire une nouvelle interface. Cette interface, cette fois-ci, elle ressemble à ça, et elle est centrée sur le vendeur. Cette fois-ci, j'ai le vendeur, avec ses données associées, et je vais pouvoir trouver tous les produits qui sont vendus par ce vendeur. Donc je reprends un peu mon modèle de données, je vous rappelle que j'utilise Hibernate. Je me dis, j'avais une relation de mon article en many-to-one vers mon seller, et je suis pas trop bête quand même, j'ai un peu lu la doc, et je me dis, je peux faire une relation bidirectionnelle. Je rajoute un one-to-many sur mon seller, comme ça je suis capable de récupérer tous les articles de mon seller de manière très simple, c'est l'ORM qui le fait pour moi, on va pas s'embêter, quoi. Je crée un nouveau contrôleur, parce que maintenant j'ai quand même besoin d'un nouvel endpoint qui me sort juste les données de mon seller, par ID, qui lui va faire appel, pareil, même histoire, à un service, toujours avec aussi peu de logique métier, et qui va faire appel à un repository qui lui va appeler mon DAO. Je lance, et là, normalement, tout marche, quoi. Pas tout à fait, en fait. Bon, normalement, vous la connaissez bien, celle-là. Je pense que c'est peut-être la plus connue de toutes. Bon, en fait, j'ai un problème. Il y a un truc qui se passe. Il y a Jackson, il me dit, je sais pas sérialiser ton objet, il y a un truc qui se passe pas très bien. J'essaie de réfléchir, et Jackson, quand il va installer, ou du moins quand il va lancer notre objet JSON, il va s'occuper de la sérialisation, il voit un seller, et un seller, il parcourt ses champs, et mon seller, il a des articles. Donc il va faire un get articles, ok, très bien. Et après, il va parcourir mes articles. Donc mon article, il a un get seller. Donc il va récupérer le seller. Et mon seller, du coup, il a des articles. Donc il va récupérer les articles, qui va récupérer le seller, et ainsi de suite. Bref, j'ai une dépendance cyclique, et il faut que je me débarrasse de ça. Et donc moi, je me balade un peu sur Internet, on pense tous au même site, sur lequel il y a un mec qui me sort direct la solution, et qui me dit « Putain, mais c'est exactement ce que tu veux. En fait, ce que tu veux, c'est un JSON ignore. Avec JSON ignore, tu peux ignorer ton champ au moment de la sérialisation, et ça marche. » Allez, on teste. Donc je rajoute ça, et là ça marche. Trop bien, moi je suis content. Sauf qu'Harold, il n'est pas tout à fait content. Alors moi je lui demande pourquoi, il me dit ouais, mais Ben, tu fais n'importe quoi. Maintenant, sur ma page d'article, j'ai plus de sellers. Là on les voit plus. Et je fais ah. Donc je retourne dans mes travers, je repars un peu sur Stack Overflow, je cherche un peu plus, et je me rends compte que oui, en fait, je suis con, j'ai ignoré mon champ maintenant dans mon article, et faut bien que je le récupère d'une manière ou d'une autre. Donc je me rends compte que le JSON ignore, c'est pas une solution de folie, donc il va falloir que je fasse autre chose. Moi, ce que j'aimerais, c'est que j'ai des vues qui soient dépendantes du endpoint que je suis en train d'appeler. Donc j'aimerais que, par exemple, quand j'appelle vis-à-vis des articles via un endpoint d'article, j'ai tous les éléments de mon article et une partie des éléments de mes sellers, en oubliant les articles, évidemment. Et j'aimerais, dans l'autre sens, que quand je récupère un seller via le endpoint de seller, j'ai que les champs qui sont spécifiques à mon seller et quelques champs de mon article. Et évidemment, Stack Overflow a encore la réponse. Et on me dit, il y a un truc tout con à faire, c'est des JSON View. Donc, allez, let's go, ça répond exactement à ce cas-là. Je mets ça un peu en place. Je fais quelques interfaces qui me servent à être étendues, à se mettre sur mes champs, et on commence à mettre ça en place. Je rajoute, par exemple, sur mon article, les champs qui vont être spécifiques à mon article. Donc j'ai eu JSON View simple et full pour récupérer tous mes articles en entier. Et même chose côté seller, je veux des vues qui marchent pour mon seller, et je veux aussi déclarer des vues qui marchent un petit peu pour mon article, mais sans tout récupérer. Cette fois-ci, on vient l'ajouter sur nos contrôleurs. Donc nos contrôleurs, maintenant, ils ont aussi un JSON View qui vient indiquer quelle vue je veux au moment où je veux rendre mon objet. Donc j'en ai un pour mon seller, et j'en ai un aussi pour mon article. Je relance, et là, ça marche. Côté article, j'arrive à récupérer tous mes articles sans problème. Et côté seller, même chose, je peux récupérer mon seller avec ses articles. Et en plus, Harold, il est content. Parfois, on a des usages qui vont un peu au-delà de tout ça, et auxquels on va toucher un peu aux limites de la JSON View, tout ça, tous ces outils qu'on nous donne. Je vous donne un exemple assez simple. Imaginons qu'on a un user, il a un téléphone, mais nous, dans notre objet de sortie, en fait, on ne veut pas un phone imbriqué, on veut directement le phone number.
Bah, on va essayer de réfléchir, comment est-ce qu'on pourrait faire ça? Parce que là, bah, du coup, on se rend bien compte que la JSON-View, elle ne va pas me permettre de répondre à ça, quoi. Donc je pourrais faire ça en ajoutant un champ. Je rajoute un champ transient avec un phone number. Comme ça, bah, je ne le persiste pas en base, il n'y a pas de souci. Et puis, bah, dans mon constructeur, quand j'ai besoin de setter mon objet, je rajoute un phone number qui va être mon phone.getNumber. Bon, c'est pas ouf, hein. Je trouve ça un peu moyen. Deuxième solution, je pourrais aplatir mon objet. Je me dis, tant qu'à faire, autant tout sauvegarder dans l'utilisateur, c'est plus simple quand même. J'espère que vous n'avez pas pensé à ça quand même. Et enfin, dernière option à laquelle je pense, je me dis, bah, tant qu'à faire, je vais faire un getter un peu intelligent qui va venir faire un phone.getNumber directement et je vais faire une JSON property qui me sert à servir mon phone number. OK, ça marche à peu près. Mais je suis quand même pas convaincu. Je réfléchis et je me dis, mais je sais pas, il y a des choses qui me déplaisent dans tout ça. Je me dis que d'un côté, j'ai des objets de mon domaine métier qui se trimballent avec des imports de, disons, JSON-View, JSON-Ignore, des trucs de Jackson. J'ai en plus des imports de ma persistance Java et je me dis, mais moi, mon métier, c'est pas de faire de la persistance ni de faire du JSON. Et puis, bah, je me rends compte qu'en fait, j'ai des contraintes sur ma couche de présentation, ce que je dois servir, le type d'objet en sortie, qui implique d'avoir des contraintes sur ma couche de service, là où j'ai normalement ma business logic, qui elle-même, en fait, implique des contraintes sur ma couche de persistance. Je me dis qu'il y a quand même quelque chose qui fonctionne moyennement là-dedans. Du coup, je ne sais pas trop si j'ai raison, si j'ai pas raison, quoi choisir. Heureusement, j'ai une super équipe de lead développeurs qui, eux, me disent « Mais Benjamin, t'as oublié, mais il y a une règle d'or dans le développement. Je vous laisse la lire. Je ne dois pas contraindre mon domaine avec des contraintes de couche. » Si je reprends mon user de tout à l'heure, en fait, moi, j'aimerais bien avoir mon user d'un côté et j'aimerais avoir plein de déclinaisons différentes de mon utilisateur. Des déclinaisons un peu simples, qui a juste un ID et un nom. Des déclinaisons un peu plus compliquées, je rajoute un last name. Je peux rajouter mon champ phone number parfois, si je veux. Et parfois, je vais vouloir avoir l'adresse en plus, imaginons. Est-ce que ça vous fait pas penser à quelque chose, tout ça, quand même? Ouais, si, vous voyez très bien. C'est des DTO que vous voulez faire, en fait. Et nous, bah, voilà, maintenant, on va vouloir passer de mon user à mes DTO. Qu'est-ce qu'on fait pour faire ça? Rien de plus simple que de faire un mapper. Je vais avoir un mapper qui va me faire un user with phone number DTO et qui va juste me mapper mon user vers cet objet-là. Rien de plus compliqué. Ça, c'est quand même quelque chose que vous apprenez généralement à faire de manière assez empirique parce que vous vous retrouvez forcément dans ce cas-là à un moment ou à un autre. Et bien en fait, laissez-moi vous dire que vous faites déjà à peu près de l'architecture hexagonale, parce que l'architecture hexagonale, si je devais résumer ça en quelques mots, c'est faire des DTO et des mappers. On va voir ça un peu plus en détail. Cette photo vous dit certainement pas grand-chose, et au-delà du fait qu'il a un nom assez original, Monsieur Cockburn, il tient un blog. Ce blog, il existe depuis des années, et en 2005, il y a un article très intéressant qui sort sur ce blog, et qui nous parle de quelque chose qui s'appelle Ports and Adapters. Eh bien, Ports and Adapters, en fait, c'est le nom ancestral de l'architecture hexagonale. Pour expliquer son propos, ah pardon, j'ai oublié la grande phrase, pardon. Ce que nous propose Alistair, c'est que notre application, elle réponde à ça. Je vous laisse le dire, pardon. Pour appuyer son propos, Alistair, il aime bien repartir de l'architecture 3 tiers. Il nous explique qu'à l'époque, notamment en 2005, la plupart des applications, elles n'ont pas énormément de ce qu'il va appeler de ports, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas beaucoup de protocoles différents à gérer. Généralement, on va s'arrêter à une couche de présentation et une couche de persistance pour tout ce qui est partie technique. Sauf qu'avec le temps, les besoins évoluent. Et en fait, on va venir rajouter différents types de communication et on ne sait pas franchement où les mettre. La vision très verticale de l'approche de l'architecture en 3 tiers nous donne la sensation que où est-ce que je cale ça là-dedans? Donc on va essayer de foutre ça un peu au milieu et on a une vision très verticale de tout ça. Et cette vision verticale nous fait dire, tant qu'à faire, vu que j'ai des objets qui vont transiter par toutes mes couches, pourquoi je m'embêterais à faire des objets différents? Et c'est ça le problème, c'est qu'on ne se rend pas compte que quand on fait un objet dans lequel on rajoute des imports de type JSON-View, de type persistance, eh bien en fait on est en train de faire fuiter notre logique métier dans notre logique technique. Et c'est là le problème. Dans l'architecture hexagonale, ce qui est important, c'est le cœur, c'est le domaine. Le domaine, c'est tout votre business logic
qui correspond aux besoins réels auxquels vous répondez. Rien de plus. Ce domaine, on a dit, on ne veut pas qu'il fuite vers l'extérieur. Ce domaine, il va avoir des besoins qui vont être techniques, par contre. Donc, il peut avoir des besoins de persistance, parce qu'on a envie de sauvegarder nos données. Il peut avoir des besoins de présentation, présenter les informations à mon utilisateur, en HTTP, peu importe. Il peut avoir des besoins d'appel vers des services extérieurs, donc encore un nouveau protocole. Ça peut être du GraphQL, de l'HTTP, du gRPC. Et il peut avoir des besoins d'envoi de messages vers un broker si jamais on est dans une architecture event-driven. Imaginons. Et moi, je vous rappelle que mon domaine, j'ai besoin qu'il accède à tout ça, ou du moins qu'il présente le fait qu'il ait besoin de tout ça, mais pas qu'il fuite pour autant. Donc je ne veux pas tout mélanger. Donc ce qu'on va faire à la place, pour exprimer ce besoin, on va venir faire ce que Alistair appelle des ports. On va faire des ports. Des ports, qu'est-ce que c'est? C'est en quelque sorte des API. Je parle bien des API au sens générique, je ne vous parle pas d'API HTTP. Vraiment des API, de définir une interface. Donc des ports, c'est des interfaces et tous les objets qui déclinent et qui sont utilisés dans mon interface directement. Maintenant qu'on a nos ports, maintenant il faut venir se plugger à tout ça. On va faire ce qu'on appelle des adapteurs. Les adapteurs, qu'est-ce que c'est? Rien de plus simple. Ce sont les implémentations et les mappeurs. Finalement, vous allez mapper votre objet de domaine métier vers des objets qui sont de votre couche technique. Donc si je reprends assez rapidement, je vous ai dit l'architecture hexagonale, c'est des ports qui sont des interfaces et des déclinaisons de mes objets de domaine, et les adapteurs qui sont les implémentations et les mappeurs. Normalement, cette partie-là, vous la connaissez un peu tous. Et si j'avais voulu faire un quickie, je me serais arrêté à peu près par là. Mais je me suis dit que j'avais envie d'aller un petit peu plus loin. Et de toute façon, c'est une conférence, donc je ne vais pas m'arrêter maintenant. Vous allez me dire, Benjamin, ouais, c'est bien, tu as viré tout ce qui était JSON-View et compagnie de ton objet, tu as fait des DTO, mais tu as toujours ta couche de persistance. Effectivement, on va aller virer tout ça. Donc mon article, moi, ça c'est mon objet de métier, et j'ai pas envie qu'il bouge. Donc pour pas qu'il bouge, je vais lui créer un objet qui va servir exclusivement à la couche de persistance. Mon article entity, c'est un objet qui va être spécifique à tous mes besoins qui vont être spécifiques à Spring Data JPA ou Hibernate. Je vais utiliser, pareil, les annotations, le .id, et par contre, je vais avoir des dépendances vers des objets qui, eux aussi, donc un price entity, un seller et un product entity, eux aussi sont des objets qui sont spécifiques à mon domaine technique. Et là, on se rend bien compte que mon objet domaine n'a plus de dépendance vers des couches, des contraintes qui sont techniques, et mon objet technique n'a que des contraintes vers des objets qui sont prévus pour la technique. Et donc là, ce que je viens de faire, c'est que je viens de tirer un trait très clair entre ma couche de service et ma couche de persistance si jamais je me baladais dans une architecture 3 tiers. Qu'est-ce que ça me permet de faire ça? En fait, ça me permet d'un côté d'avoir une API et de l'autre côté d'avoir tout un type d'implémentation. Ce que je viens de faire, c'est que je viens de décorréler mon domaine métier du moyen de persistance qu'il va utiliser derrière. Donc ce qui se passe, c'est que si je faisais du SQL jusque-là, et que j'ai un besoin qui naît de faire du NoSQL, mon code métier n'est pas relié directement à la manière dont je vais persister mes données. Et ce qui fait que si je veux rajouter cette fameuse base NoSQL, enfin du moins cette persistance NoSQL, j'ai juste à faire une nouvelle implémentation. On va parler un peu de tests. Qu'est-ce que ça vous apporte, l'architecture hexagonale, dans les tests? Maintenant qu'on a séparé un peu notre partie domaine métier de notre partie de technique, les tests ils vont pouvoir être faits en isolation du reste du système. Vous allez pouvoir faire des tests qui vont être en rapport avec les besoins fonctionnels de votre métier. Si votre PO vous dit que telle fonctionnalité doit remplir tel critère, tel critère, tel critère, tel critère, et avoir tel output en sortie, maintenant vous pouvez le tester de manière beaucoup plus précise, et vous allez avoir des tests qui vont avoir beaucoup plus de valeur métier. Donc si je récapitule sur les derniers points, on a une meilleure séparation des responsabilités, on a un retrait des dépendances dans mes objets du domaine, et on a des objets de domaine d'un côté, qui eux vont être spécifiques à mon besoin métier, et on a des objets techniques de l'autre qui vont être spécifiques à mes besoins techniques. Et enfin, de l'autre côté, pour le testing, on va avoir du fonctionnel qui va être beaucoup plus pertinent de votre point de vue métier, et on va avoir des tests qui sont applicables en isolation du reste du système. Je peux moquer ma base de données, ça pose pas de problème. Bien. Je vous ai beaucoup parlé d'architecture hexagonale, et généralement, quand on parle d'architecture hexagonale, on parle beaucoup de domaines, et c'est dommage de passer à côté quand même, quand on parle beaucoup de domaines, de parler un peu de domaine-driven design.
Donc DDD pour les intimes. Le domaine driven design, souvent quand on en entend parler, et je pense que d'ailleurs il y a eu une conf un petit peu avant à ce propos-là, on parle beaucoup d'ubiquitous language. Ubiquitous language, ça vient du le latin, qui veut dire partout, et language, je vous la fais pas. Le but, c'est d'avoir un langage commun, compréhensible par tous. Et si possible, en fait, qu'il soit le plus proche possible de votre langage métier, de langage avec qui, par exemple, vous avez des opérationnels sur le terrain avec qui vous pourriez discuter. Et si on appliquait ça à peu près à un objet comme là on avait depuis le début. Mon article, il a un ID, et sauf que mon ID, c'est un long. Un long, pour moi, ça me fait penser quand même à quelque chose d'assez technique. C'est des trucs qu'on utilise plutôt pour les bases de données, où on en fait auto-générer et on s'embête pas trop. D'une part, déjà mon ID, j'ai pas de quoi le différencier d'un article ID versus un seller ID, imaginons. Du coup, je vais créer une nouvelle classe, article ID, qui me sert à wrapper mon ID d'article, et dedans, je vais juste mettre sa valeur de manière très simple. Je viens de typer très fortement mon ID, et je suis capable de différencier les deux. Et je vous ai dit que j'aimais pas trop les longues, et moi j'aime mieux les UID, parce que le jour où je vais faire, je sais pas, un rassemblement de deux tables de ma base de données, eh ben moi j'aurai pas de problème. Et puis en fait, c'est vrai que maintenant j'ai des objets de domaine qui ne sont plus reliés directement à Hibernate. Et le problème d'Hibernate, c'est quand même qu'il faut avoir des objets qui sont muables pour que ça marche. Et sauf que moi j'ai envie de faire de la programmation fonctionnelle, notamment dans mon métier, dans mon domaine métier, parce que c'est important. Du coup, je peux rajouter directement des objets qui sont immuables. Ah, et puis, du coup, je vous ai pas dit, mais on est en Java 17. Donc en fait, on peut passer par des records, c'est quand même beaucoup plus simple. Donc là, je viens de virer tous mes getters, tous mes setters et tous mes constructeurs. Et donc maintenant, j'ai un objet article qui correspond exclusivement à mon besoin métier et qui va contenir des méthodes qui lui sont spécifiques. Je vous ai pas mal parlé des objets, mais on n'a pas trop parlé des services. Les services, pareil, normalement, ils traduisent un peu votre business logic, c'est eux qui vont faire un peu les actions. Il faut qu'ils respectent quand même certaines choses, pour pas qu'on mélange un peu les pinceaux, qu'on se mélange les pinceaux. Il doit y avoir des opérations qui sont non inhérentes à un objet. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, vérifier qu'un prix est positif, c'est pas le rôle d'un service de vérifier que le prix est positif. Il doit y avoir des opérations qui sont, si possible, sur plusieurs objets ou qui mettent en relation plusieurs éléments, plusieurs dépendances. Donc une méthode de setPrice, elle ne fait pas vraiment sens dans un service. Mais là, je ne vous apprends pas grand-chose. Et enfin, un service, il doit être sans état. Un service, on ne doit pas s'amuser à se trimballer avec un objet qui est capable de muter avec le temps. Bien, on a parlé de DDD. Et souvent aussi, quand on parle de DDD, on vient parler d'autre chose derrière. Et très vite, ce qui revient, c'est CQRS. CQRS, pour Common Query Responsibility Segregation. C'est quoi le constat de CQRS? C'est de dire, dans mon application, j'ai deux types d'usages différents, deux types de flux. D'un côté, je vais avoir des flux sortants. Ces flux sortants sont toutes mes lectures, c'est ce qu'il va appeler les queries. Et d'un autre côté, je vais avoir mes flux entrants, qui vont être les commandes. Ces flux entrants ne vont pas avoir les mêmes besoins métiers que les flux sortants. Les flux sortants, de manière générale, ils ne proposent pas de modification sur votre donnée, même ils n'en proposent pas du tout normalement. Et le but, ça va être avant tout que ce soit très performant et le plus rapide possible, sans aucun problème. D'un autre côté, vos besoins d'écriture, eux, ils ont souvent beaucoup de logique métier, ils vont mettre en exergue différents services qui vont venir vérifier votre donnée, et du coup, on va prêter beaucoup plus d'attention à ces services-là. Et du coup, CQRS, le but, c'est de faire la séparation entre les deux. Du coup, qu'est-ce que ça change dans mon article? Eh bien, je me rends compte que moi, si je suis un vendeur et que je me connecte à mon site et que j'ai envie de mettre un article dans le système, déjà, l'ID de l'article, c'est pas moi qui l'ai généré. Enfin, du moins, en tant que seller, c'est pas moi qui l'ai généré, et j'ai pas besoin de mon champ seller. Du coup, je peux créer un objet spécifique à cet usage-là, qui va s'appeler un article creation request, et qui lui va contenir seulement la quantité disponible, le prix et le produit. Et puis tant qu'à faire, peut-être que je suis dans une architecture un peu event-driven, avec des microservices à droite à gauche, et j'ai envie de dire à mes autres services que j'ai un nouvel article qui a été créé. Donc je vais créer un objet, un article created event qui va contenir mon article et à quel moment il a été créé, tout simplement. Et aussi, quand on parle de CQRS, assez vite, on arrive sur quelque chose qu'on appelle l'event sourcing. L'event sourcing, c'est quoi? Je vous la fais assez simplement, je ne vais pas m'étaler dessus. C'est un peu comme si vous regardez votre compte en banque, votre relevé de compte en banque. Généralement, vous avez un montant initial et tout un tas d'opérations qui suivent, et vous arrivez à un montant final. L'event sourcing, c'est la même chose, mais adapté à vos schémas de base de données. Vous avez des mutations unitaires, et vous allez les jouer une à une pour arriver à l'état final. Eh bien, imaginons que je puisse faire ça avec un article price modified event. Et du coup, je vais notifier
pour mon article ID, j'ai un nouveau prix et à quel moment je l'ai mis à jour. Et comme ça, je suis capable de rejouer à quel état j'étais à un instant T. Du coup, si on récapitule un petit peu, on a vu d'un côté les DDD, c'était une sorte de méthodologie, une approche beaucoup plus orientée sur l'objet. Et j'ai des éléments qui sont très proches du domaine métier. De l'autre côté, on a vu un peu de CQRS, on a vu qu'on avait une séparation de nos parties lecture et notre partie écriture, et qu'aussi on avait une meilleure séparation des usages pour simplifier nos classes. Et aussi, on a vu que ça s'intégrait assez bien avec l'event sourcing. Donc si je devais résumer maintenant, et je devais vous donner un peu de code dans tout ça, ben mon code il ressemblerait à ça. Étape 1, on va s'intéresser un peu à la modularisation. Pour ça, on a un peu plusieurs écoles. Soit on fait en mode réutilisation de modules, soit on fait en séparation de dépendances. La réutilisation de modules, de manière assez simple, je vais avoir un domaine qui, lui, est mon domaine métier et contient que mes classes fonctionnelles. Il n'y a pas de dépendance vers Hibernate et compagnie. Un client qui, lui, va être toutes les méthodes d'appel HTTP, gRPC et autres, que mes autres clients vont avoir besoin, enfin du moins que mes services extérieurs vont avoir besoin pour appeler mon service. Et enfin, l'application, c'est le fameux package qui va agréger tout ça et qui en plus va s'occuper de tout ce qui va être l'implémentation de mes différentes couches, comme de la persistance ou du broker. De l'autre côté, on a de la séparation de dépendances, où là, on va venir splitter un peu toutes nos dépendances dans nos pommes. On va retrouver le domaine. Là, c'est exactement le même qu'on a vu juste auparavant. Donc lui, il ne change pas. On va avoir une couche de DTO qui va servir à juste faire les mappeurs et les DTO qui ont besoin d'être mappés dans mes différentes couches. Et enfin, on va retrouver une couche par implémentation qu'on va faire. On peut retrouver une couche de messaging pour l'arbitre, on peut retrouver une couche de persistance pour le Cassandra, une couche de persistance pour JPA, etc. J'aurais quand même tendance à vous dire que cette deuxième approche, elle est un peu plus compliquée, et notamment parce que si vous faites du Jacoco et du code coverage, l'un des énormes problèmes, c'est que Jacoco vous demande de faire du coverage sur tous vos modules séparément. C'est-à-dire que même si vous faites du coverage au moment de, je sais pas, test d'intégration dans votre application, pardon, je ne vous ai pas parlé de l'application, mais c'est la même chose qu'auparavant, même si vous le faites avec des tests d'intégration, il va quand même vous demander de le faire unitairement directement dans le module, ce qui est un peu dommage. Donc étape 2, maintenant, on va s'intéresser un peu au domaine. Le domaine, c'est quoi? C'est vos classes métiers, je vous l'ai dit auparavant, et exclusivement vos classes métiers, les services associés qui vont contenir votre business logic, et les interfaces, finalement nos ports, pour venir dire qu'on a des besoins qui vont être techniques. Donc le POM ou le build Gradle, qu'est-ce qu'ils vont contenir? Ils vont contenir toutes vos librairies fonctionnelles et vos librairies de test. Il peut également contenir, là je sors un peu du scope de juste l'architecture hexagonale, il peut contenir du Spring Context. Ça, c'est vous qui faites une assertion forte en disant je sais que dans mon équipe, on fera toujours du Spring et je n'ai pas de raison de séparer mon Spring du reste de mon environnement. Nous, c'est ce choix-là qu'on fait. Vous pouvez intégrer du Lombok, parce que Lombok, ça ne suffit pas au compile time. Donc vos classes générées, vos points classes ne contiennent plus d'annotation Lombok. Et vous pouvez éventuellement rajouter le Spring Transaction. Enfin, on ne gère pas Hibernate, on ne gère pas Jackson, ça ne sert à rien dans le domaine. Donc du coup, on va faire un petit exemple avec une modification d'un article. D'abord, on va venir récupérer l'article et on va venir persister l'article modifié. Ensuite, on va venir notifier de la modification. Donc on va retrouver mon article, mon record. De l'autre côté, je vais avoir une demande de modification, donc une article price modification request qui va contenir mon article ID et le prix à modifier. Et de l'autre côté, je vais venir notifier de ma modification de prix. On retrouve le même objet que tout à l'heure. Je vais déclarer mes interfaces. Donc je vais pouvoir récupérer mes articles. Moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de le récupérer d'un côté et de pouvoir le sauver de l'autre. Et du coup, j'ai aussi avoir besoin d'une interface pour publier mes événements aux yeux des autres services. Donc je vais avoir une méthode publish pour un article price modified event. Et je vous ai rajouté pour l'exemple, si jamais j'avais besoin d'un événement, de publier des événements pour un article qui a été créé. Et enfin, je vais m'occuper de mon service. Mon service, il va avoir les dépendances. Donc je vais lui rajouter une clock quand même parce que j'ai besoin de connaître l'instant auquel je fais mes modifications ou mes écritures. Je vais rajouter du coup mes deux dépendances, mon article repository et mon event producer, et je vais faire ma méthode d'update. Et tant qu'à faire, j'aimerais bien qu'elle soit transactionnelle. Donc je vais juste venir récupérer mon ID, mon article, lui créer une nouvelle instance avec le prix modifié, et s'il est présent, je vais le sauvegarder et publier. S'il n'est pas présent, je vais quand même dire à l'utilisateur qu'il a fait quelque chose de mauvais. Donc si je récapitulais sur cette petite partie, on a vu différents types de modularisation, une en réutilisation de package,
où on faisait en sorte que le domaine soit réutilisé et que les clients soient réutilisés aussi. Et de l'autre côté, de la séparation de dépendance, où on permettait de mieux splitter les pommes XML. Côté domaine, on a vu qu'il y avait uniquement la logique métier, que c'était agnostique des technologies au maximum, à un Spring près ou à un Quarkus près. Et surtout, on se retrouve avec des interfaces uniques qui servent exclusivement à nos besoins techniques. Étape 3, maintenant, on va s'intéresser un peu aux adapteurs. Donc maintenant, on va venir faire des adapteurs vis-à-vis de toutes nos classes. Donc là, je reprends un peu les classes de tout à l'heure. Je vous remets l'article entity, qui va être mon objet technique, qui va servir exclusivement, j'appelle entity, mais c'est un peu de l'abus de langage vis-à-vis de Hibernate. Normalement, c'est plutôt des DTO. Mon article entity, qui lui va me servir exclusivement à faire de la persistance, qui va avoir sa dépendance vers le price entity. Et enfin, mon article entity, il va avoir un mapper pour venir transformer mon objet article présent côté domaine vers un objet article entity côté JPA. Et donc, je vais faire mon mapper, et ce mapper, il a besoin d'autres mappers, qui vont être le price entity mapper, le seller entity mapper, etc. Et enfin, je fais mes implémentations. Je vais avoir besoin de mon JPA article repository, qui va être mon implémentation de mon article repository, qui va avoir mon mapper et mon DAO, et qui va faire de manière assez simple la récupération d'objets et la sauvegarde. Et du coup, mon DAO, c'est juste une extension de mon JPA repository. De l'autre côté, je vais avoir l'implémentation de mon event producer, qui elle est une implémentation RabbitMQ, qui du coup va contenir juste le mapper, le Rabbit template qui va me servir à envoyer mes événements, et des properties qui vont me servir à tout ce qui va être routing de mes événements. Enfin, dernière étape, on va s'intéresser un peu à l'application, comment on package tout ça et on fait runner tout ça. Les configurations avant tout. J'aime bien avoir des configurations par implémentation. Donc, je vais retrouver ma configuration pour ma persistance. De l'autre côté, je vais retrouver ma configuration pour tout ce qui va être Rabbit. Et à la fin, je vais venir wrapper tout ça dans mon application, qui, elle, va venir apporter toutes mes configurations. Celle du domaine aussi, je ne vous l'ai pas mise, mais c'est simple aussi. Et enfin, il va faire run mon service. Et ici, il va s'occuper de enable les properties de configuration. Donc si on récap un petit peu, on a vu qu'on avait des implémentations d'à côté, qui sont des mappers, les classes techniques, les comportements spécifiques, c'est-à-dire les implémentations. Et de l'autre côté, on a les applications qui vont englober toutes les configurations et qui vont agréger tout ça pour lancer l'application runner. Donc si vous deviez retenir quelque chose de cette présentation, il faut savoir que l'architecture hexagonale, ça implique tout un tas de choses derrière. Ça implique que vous aurez des objets à durée de vie courte, parce que vous allez générer beaucoup d'objets. Tous ces objets vont se retrouver déréférencés très rapidement, et du coup, il va falloir les garbage collecter rapidement. Ça va impliquer de générer beaucoup de mappers, et c'est souvent ce qui vous rebute un petit peu, c'est de faire des mappers à la main. Ça va impliquer aussi une démultiplication de vos classes, parce que maintenant, vous avez des classes qui vont être selon vos usages. Et enfin, vous allez avoir un petit overhead applicatif, que normalement la JVM gère très bien, parce que la JVM, c'est fait pour gérer des objets de vie des objets à durée de vie courte. Par contre, qu'est-ce que ça vous apporte, l'architecture hexagonale? Ça vous apporte de la flexibilité sur votre domaine. Vous avez des objets maintenant qui sont beaucoup plus proches de votre contexte métier et ils ont une vraie logique business derrière. Vous allez avoir de la lisibilité fonctionnelle, vous allez avoir un code qui est quand même beaucoup plus lisible par quelqu'un qui a un œil extérieur et vous allez avoir une intégration plus proche avec votre métier. Vous allez avoir des tests qui vont être en isolation de vos couches techniques. Vous allez oublier que votre persistance, ça doit être un SQL. Si vous voulez vraiment tester juste votre métier, vous n'avez pas besoin de vous y intéresser. Vous allez avoir des gestions de contraintes de couches qui vont être beaucoup plus simples. Donc normalement, vous n'avez plus toutes ces contraintes où j'avais d'un côté mon DTO que je devais absolument ressortir tout propre, exactement comme je le voulais avec des JSON View. Vous avez maintenant des objets séparés qui correspondent à chacun de vos besoins. Vous allez avoir une meilleure intégration avec tout ce qui va être Domain Driven Design et CQRS. Et enfin, vous allez avoir de la flexibilité dans le cadre de vos microservices, si jamais vous faites des microservices. Un microservice, généralement, c'est un sous-domaine à part entière, et chaque sous-domaine va pouvoir avoir sa propre architecture hexagonale. Et enfin, du coup, mon article de base, qui était mon objet métier principal, il ressemblait à ça avant, et à la fin, il ressemble à ça. Et là, on se rend compte que quand même, mon objet métier, maintenant, il a quand même beaucoup plus de valeur et beaucoup plus d'impact. Il est aussi beaucoup plus facile à utiliser. Donc maintenant, l'architecture hexagonale, vous devez savoir que c'est pour vous ou c'est pas pour vous. En tout cas, c'est pas pour vous si jamais vous avez de la logique fonctionnelle qui est plutôt peu complexe. Ça n'a pas franchement d'intérêt. De manière générale, vous n'allez pas vous intéresser à lancer des dizaines de couches si jamais vous faites juste du service de routing, de la gateway, du passe-plat.
Si vous avez des web apps qui sont plutôt de petite taille, vous ne vous intéressez pas à faire de l'architecture hexagonale, l'architecture 3 tiers y répond très bien. Si vous avez une mauvaise gestion des objets, des objets à durée de vie courte, de manière générale, oui, vous allez générer beaucoup d'objets, donc du coup, si vous n'avez pas moyen de les garbage collecter, c'est une mauvaise idée. Et enfin, pour tout ce qui est scripting, c'est quand même pas très intéressant d'aller faire de l'architecture hexagonale là où il n'y en a pas besoin. Et par contre, du coup, l'architecture hexagonale, c'est pour vous aussi. Vous avez des agrégations d'objets complexes. Vous avez besoin d'appeler plein de ports, plein d'API différentes, et vous créez des objets qui vont étendre le simple scope de votre premier objet business tout simple. Dans ce cas-là, l'architecture hexagonale devient très intéressante. Vous allez pouvoir facilement agréger tout ça. Si vous avez beaucoup de ports, comme je vous disais juste auparavant, vous avez des brokers, des API, des services externes, vous appelez plein de choses différentes, vous allez pouvoir changer vos implémentations très facilement. Je prends un cas d'usage très simple, ça m'est déjà arrivé que je sauvegardais un objet jusqu'ici en JPA, enfin du moins en SQL, et on s'est rendu compte qu'avec le temps, ce n'était pas du tout le bon usage qu'on avait vis-à-vis de cet objet-là. J'ai pu très facilement switcher vers une implémentation en Cassandra, et j'ai juste refait une implémentation, et ça m'a pris 2 minutes. Mon objet domaine n'a pas bougé. Et enfin, on a vu que ça s'intégrait très bien avec de l'event sourcing et tout ce qui va être mutation unitaire, notamment avec CQRS. Donc si je vais conclure sur cette présentation, je dirais que quand j'ai commencé le développement, j'avais tendance à manquer de recul sur tout ce qui était conception et architecture. Avec le temps, je me suis rendu compte que c'était peut-être l'un des éléments qui avait le plus d'impact sur ma manière de développer tous les jours. J'espère que ces quelques minutes vous auront apporté des clés pour mettre en place ce qui vous a plu et ce qui fait sens dans vos prochains projets. Merci. On a 8 minutes pour des questions et juste avant, on vous propose aussi un petit lien chez Takima. Si jamais vous voulez faire de la veille technologique, vous allez sur ce lien et vous aurez de la newsletter qui peut vous servir pour tout ce qui va être veille techno-Java, techno-Ops, etc. Merci. Question. Est-ce qu'on a des questions? Ah, si on a des questions. C'est celui-là? Oh, attends. Il y avait qui? J'en avais plusieurs là. Qui est-ce qui levait la main ici? Oui? Vas-y, dis-moi. Alors, est-ce que vous pouvez juste passer le micro? Merci. Je ne sais pas s'il est branché. Si, c'est bon. Si, c'est bon. Ouais, donc tu as dit qu'il y avait beaucoup de mappeurs. Ouais. Comment tu fais pour être original dans tes noms dans ton nommage, en fait, dans ta sémantique? C'est vrai qu'on est, notamment pour les mappeurs, on n'est pas resté très original de manière générale. Un mappeur, ça reste un mappeur, donc on leur a laissé les noms de mappeurs. C'est juste que ça dépend de l'objet qui mappe derrière. Généralement, ça va prendre le nom de l'objet suffixe mappeur. Pour ce qui va être des services, généralement, il y en a beaucoup qui font, du moins qui se permettent de changer les noms de ce service. Typiquement, l'approche service, repository, contrôleur, c'est quand même une approche qui est très architecture 3 tiers. Et on peut se permettre d'avoir des noms qui sont un peu différents. Alors l'originalité, souvent, ça va être par rapport à ce que ça fait derrière. Mais nous, après, dans nos équipes, ce qu'on fait, c'est qu'on a gardé un peu cette approche service, repository et contrôleur pour ne pas perdre tout le monde, en fait. Ouais, en fait, je parlais plutôt des DTO. Les DTO? Ouais, c'est-à-dire, ouais, c'est vrai que ça va... Bon, l'originalité, je pense que c'est principalement par rapport à ton usage. Qu'est-ce qui va représenter ton DTO avant tout? Je ne sais pas si on avait d'autres questions, si là on en avait une. Ma question, en fait, c'est par rapport à l'ID chippé que vous avez utilisé dans la classe article. Oui. Est-ce que vous conseillez de faire la même chose pour les entités? Non, les entités, c'est exclusivement des couches techniques. Vous n'avez pas de vraie raison de rajouter des objets qui viennent encapsuler vos ID. Vous y gagnerez rien. Le fait d'encapsuler l'ID dans le domaine métier, c'est que c'est au cas où vous pouviez rajouter du comportement. Mais dans le cadre de couches techniques, il n'y a pas forcément d'intérêt à rajouter du comportement sur un ID. Il le fait déjà très bien tout seul, Hibernate. D'accord. Et sinon, la présentation était super claire. C'était vraiment parfait. Merci beaucoup. Pardon. Est-ce qu'on avait d'autres questions?
Bon, eh ben, ah si, pardon, pardon, j'en avais juste là-bas. Est-ce que quelqu'un peut emmener le micro là-bas? Ouais. Merci beaucoup. C'était tout au fond. Ah, il y a une par là? Putain, c'est pas évident. Bonjour. Oui, bonjour. Ma question, ça concernait l'exemple que vous avez donné de migration de JPA vers Cassandra. Oui. Je me demande ce que vous avez gagné en termes de temps. Qu'est-ce qu'il y a eu comme gain de temps par rapport à une migration, à la même migration, mais dans le cas où vous aviez conservé les annotations JPA dans le domaine? Alors, chiffrer ça en termes de temps, c'est pas évident. En termes de simplicité, oui, ça, je peux vous répondre facilement. Effectivement, c'était beaucoup plus simple. Chiffrer ça en termes de temps, ça dépend de à quel point vous avez de l'imbrication de JPA avec cet objet que vous avez besoin de venir persister. Par exemple, si c'est de l'agrégation de plusieurs objets qui a plein de relations partout, effectivement, là, ça va être un peu long et très, très fastidieux de le faire directement en passant de JPA à Cassandra si jamais vous aviez tout lié. Mais par contre, oui, effectivement, vous gagnez beaucoup de temps parce que vous n'avez pas besoin de vous retaper tout ce truc-là côté implémentation si vous avez fait de l'architecture hexagonale. Si c'était sur un petit objet tout plat et qu'il n'y a aucune relation, je dirais pas que le lien de temps il est énorme. D'accord, parce que ça irait plus loin du coup qu'une suppression d'annotation JPA et ensuite bascule vers Cassandra. Ouais. En fait, souvent, on s'en rend pas compte qu'on lit tout ça ensemble quand on crée juste notre classe. Mais en vrai, la plupart des équipes, si on vous demande de changer, de tout casser, là où il y avait du JPA dans votre objet auparavant, tout le monde va vous dire que ça va être la galère de manière générale. Et ça va casser tous vos tests avec aussi. Hein. Ok, merci. Je crois qu'il y avait une dernière question. Oui. Oui. Pardon, désolé. Alors, je m'excuse d'abord je vais être un peu tatillon sur le code. Est-ce que vous pouvez montrer le code du service? Le service? Oui. Alors, la slide des services. Oula. Je vous la retrouve. Alors, service. Pardon. Les services. L'implémentation, on était au-dessus. Ouais. Le service, il était là. Alors, je m'excuse juste parce que transactionnel, c'est pas dans le spring context, c'est dans le JPA en fait. Oui, je suis d'accord. Mais c'est bien pour ça. Je vous ai dit qu'on pouvait apporter le Spring Transaction, et on va expliquer un peu pourquoi. De manière générale, quand on débute un peu le dev, on a tendance à voir la transaction comme quelque chose de technique, parce que c'est très lié à votre base relationnelle. Sauf que avoir des besoins transactionnels, ça peut très vite se transformer en un besoin métier. Prenez l'exemple d'une banque. Une banque, elle veut faire tout plein d'actions de manière atomique, que si ça échoue, il n'y a pas de l'argent qui est versé sur les comptes de tout le monde et un qui s'est fait avoir, et ça revient en arrière. Et ça, c'est bien un besoin métier. Si je parle de Spring Transaction, c'est parce que justement, Spring Transaction, ce n'est pas une implémentation. C'est juste une interface. Si vous cherchez un petit peu dans les configurations, Spring Transaction, il vous déclare un Transaction Manager qui va aussi être étendu par un Platform Transaction Manager qui définit des méthodes et qui sont justement des interfaces. Je te laisserai essayer de lancer un service, ou du moins une application, avec juste Spring TX et pas de base de données, et tu vas voir qu'il va gueuler parce qu'il va te dire j'attends un Transaction Manager et j'en ai pas. Donc dans ce sens-là, moi, ça ne me dérange pas la transaction. Je ne sais pas si... Oui. Ok, merci. On a une toute petite dernière minute, si jamais il y a une dernière question. Il y en a une tout au fond. Dépêchez-vous si on va avoir le micro. T'es où, lève la main? Elle était où la question? Bonjour. Bonjour. En fait, ma question, c'est par rapport en fait, au fait que vous avez dit qu'il faut développer des ports au niveau du domaine Oui. et des adapteurs en fait, au niveau des implémentations. domaines, voilà, des notations. Et par contre, j'ai vu que vous l'avez fait en fait, pour la partie base de données, donc JPA. Vous avez défini un service dans le domaine et vous l'avez implémenté dans la partie JPA.
Par contre, je ne vois pas en fait comment vous faites pour la partie vue, par exemple. Si j'ai une partie REST et que je dois interagir avec... J'en ai pas forcément parlé. Normalement, on parle de ports qui sont driven et de ports qui sont driving dans l'architecture hexagonale. Okay. La partie contrôleur, ça va être les ports qui vont être driving. Et c'est vrai que j'aurais pu déclarer une interface de service, donc là pour mon article service, et j'aurais pu faire que mon article service soit une implémentation. De manière générale, en fait, des implémentations de votre service, vous n'en avez pas 500. Et donc du coup, en fait, votre interface, c'est directement votre service. Votre service, il demande aussi des objets qui sont du domaine métier en entrée, normalement. Et c'est pour ça qu'on ne le fait pas, c'est parce que de manière générale, j'ai pas 500 manières d'implémenter mon service, quoi, en fait. D'accord. Donc la partie vue, alors, va appeler directement le service qui est dans le domaine, mais va aussi référencer un objet qui est dans un autre module qui contient du coup les mappeurs. Mais là où vous avez en fait... Oui. Donc les couches... En fait... En gros, vous avez des DTO qui vont être utilisés par votre couche de contrôleur, qui va utiliser au niveau de son endpoint, et qui, lui, va faire appel à un mapper pour le mapper vers un objet de votre domaine, et ensuite passer cet objet-là dans la méthode de votre domaine. Et là, pour moi, il n'y a pas du moins de mon point de vue, il n'y a pas d'imbrication. Ok. Bon, désolé, on n'a plus le temps.